Eh ben, allez, commençons alors. Donc, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes assez nombreux à vous être inscrits, donc je suis ravi de voir que le sujet du jour vous plaît. Donc, on va rester ensemble 1 heure et demie pour le Solution Pro spécial sur les enduits isolants. Euh, je vais pas être très long, simplement vous rappeler qui est l'Agence parisienne du climat et ce qu'on fait. Et puis ensuite, je laisse la parole à nos deux intervenants du jour. Monsieur Aguilar qui nous présente les enduits Diazen et ensuite Monsieur Couturier qui est avec nos deux Suisses et qui nous présentera les enduits Fixit. Euh, donc chacun prendra la parole pendant environ 25 minutes. On fera un petit temps de questions à la fin de chaque intervention et puis un temps d'échange à la fin. Euh, pour les échanges, vous pouvez utiliser de préférence l'onglet questions et réponses, ce qui est plus facile pour nous pour pouvoir gérer les questions que vous avez posées et y répondre les unes après les autres. Donc privilégiez l'onglet questions-réponses par rapport au pavé de discussion. L'Agence parisienne du climat, en quelques mots, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est une association qui a été créée en 2011 à l'initiative de la ville de Paris. Donc on est une association indépendante mais pilotée et financée par les pouvoirs publics, principalement la métropole du Grand Paris et la ville de Paris. On est donc le guichet unique de la rénovation énergétique à Paris. C'est nous qui avons la fonction d'espace conseil France Rénov pour le territoire parisien. Et puis, vous connaissez aussi, pour la plupart, la plateforme Coach CoPro, qui est notre plateforme d'accompagnement dédiée pour la spécificité parisienne, qui est d'avoir des copropriétés et très, très, très peu de maisons. Sur la plateforme Coach CoPro, ce qu'on trouve, c'est à la fois un accompagnement humain avec des conseillers dont je fais partie. Moi, je m'occupe du 18e arrondissement. Et puis, vous trouvez des ressources documentaires, des fiches de visite de site, de la documentation sur l'organisation de la vie en copropriété, l'organisation des votes, les prises de décision, des éléments pour vous expliquer comment se mène un projet de rénovation énergétique, qui sont les professionnels qui vous accompagnent, etc. Et puis, on a toute une activité qui consiste à mettre en relation les architectes avec les fabricants, avec les syndics, avec les syndicats de copropriétaires, dans le but que les projets les plus performants sur le plan énergétique, les plus aboutis et de plus grande qualité puissent naître sur les copropriétés. Euh, à Paris pour l'Agence parisienne du climat, mais également avec le réseau des agences locales énergie-climat dans tous les régions autour de notre ville. Et puis voilà, simplement un dernier mot pour vous rappeler nos prochains rendez-vous. Le prochain gros événement étant le 12 avril, où nous avons le Forum Habité Durable qui aura lieu dans les salons de l'Hôtel de Ville toute la journée. Donc un grand événement de rencontre avec des conférences et puis des stands pour rencontrer les architectes, les bureaux d'études thermiques, les espaces conseils France Rénov', etc. Et puis le rendez-vous suivant, ce sera le prochain Solution Pro le 27 avril de 10h30 à midi. Ce sera sur les peintures réfléchissantes, donc ces peintures qu'on emploie pour changer l'albédo des toitures et essayer de renvoyer la chaleur du soleil pour apporter du confort en été. La liste des intervenants n'est pas encore connue, mais je vous invite à vous connecter sur notre agenda pour déjà vous préinscrire si ce sujet vous intéresse. Voilà, et je laisse maintenant la parole à Monsieur Aguilar. Et Alors, bonjour à tous. hop, Merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire. Je vais vous parler bien sûr de Diazen et des produits Diazen. Diazen est une entreprise italienne. Je vais euh, peut-être partager mon écran. Attendez. Voilà. Est-ce que vous voyez tous mon écran? ouais, c'est parfait, en plein écran, c'est bon. OK. Donc, c'est une entreprise italienne qui a plusieurs générations. Nous travaillons des produits, notamment tout à fait naturels. La base pour Diazen est le liège, des granulats de liège. Donc, on utilise la partie non noble du liège qui est
sourcé en Italie, en Corse et au Portugal. Et ce liège est formulé en différentes granulométries, puisque nous avons également de la poussière de liège qui fait de la peinture au liège. Voilà. Je vais vous parler d'enduit aujourd'hui. Euh, donc, l'idée globale pour Diazen, c'est de travailler des produits naturels qui ont servi à la construction sur le pourtour méditerranéen. Donc, il y a une forte identité méditerranéenne dans les produits qui composent une gamme qui est sous un nom commun de diatonite et qui a des fonctionnalités en fonction de la composition et des mélanges sur diverses produits, diverses applications, pardon. Applications pour l'isolation thermique extérieure, l'isolation phonique, la conception de chape et sur la déshumidification. Voilà. Donc, voilà, c'est une entreprise qui est certifiée Bicorp, hein, c'est-à-dire que ça comprend tout un ensemble de résolutions sur l'entreprise, gouvernance, au niveau des collaborateurs, de l'environnement et de la gestion client. C'est assez rare, même en France, il y a peu d'entreprises qui sont classées Bicorp et ça révèle l'engagement de Diazen dans la rénovation énergétique et dans l'utilisation de produits entièrement naturels. Donc, voilà pour l'exploitation du liège. Il faut savoir que le liège est exploité dans des forêts extrêmement denses, donc vraiment où la biodiversité a une grande importance. L'arbre n'est jamais abattu. C'est une récolte qui est faite tous les 10 ans et qui est faite entièrement à la main, justement pour préserver la biodiversité et la densité des forêts. Vous voyez ici, on voit l'écorce et voilà. Donc, vous voyez, quand je parlais de granulométrie et d'exploitation de la partie non noble du liège, c'est-à-dire qu'on exploite beaucoup tout ce qui n'est pas utilisé par les autres industries, industries traditionnelles du bouchon. Les diatonites sont constituées notamment diatonite évolution et diatonite thermactive 0,37, qui sont les deux diatonites d'isolation thermique extérieure, sont constituées donc d'argile, de terre de diatomée, de fibres de cellulose, de pierre ponce, de chaux hydraulique naturel, NHL 3,5, et donc de liège. L'argile et la chaux hydraulique donc pour la solidité. La terre de diatomée, ce sont des résidus marins qui améliorent le comportement hygroscopique de la diatonite. Les fibres de cellulose, pourquoi la fibre de cellulose? En fait, parce que c'est traditionnel dans la région des Marches et notamment où se trouve Diazen, puisque Fabriano, la ville où ils sont, et la ville où a été introduit le papier et notamment où le papier a été renforcé par justement des fibres de cellulose. Ensuite, la pierre ponce, c'est traditionnel en Italie où on exploite justement ce qui est rejeté des volcans. L'Italie est connue pour ses volcans et aussi pour la porosité et la légèreté qu'apporte la pierre ponce. Donc, il n'y a absolument pas de ciment dans nos produits.
Ça, j'attire votre attention là-dessus parce que c'est vraiment, vraiment très important de ne pas fermer les bâtiments. Pour nous, ce qui est important, c'est la perspirance, hein, c'est-à-dire que plus le bâtiment respire et mieux, plus l'habitat est sain, plus la qualité euh, de la paroi va permettre un habitat plus sain et beaucoup d'économies d'énergie. Donc voilà, donc Diazen travaille sur je dirais sur ces antiques techniques, euh, donc avec 7 piliers: protection en hiver, protection en été, protection contre l'humidité, protection contre le bruit, protection contre le feu, sécurité mécanique, hein, il y a une très grosse résistance mécanique sur les produits, et bien sûr sur la beauté du bâtiment, parce que on peut faire beaucoup de choses. C'est un enduit qui est très malléable et qui peut permettre de faire des angles vifs et des choses très, très particulières. Voilà, donc depuis 25 ans, Diazen exploite des produits diatoniques qui sont sans cesse, je dirais, améliorés. Voilà, donc vous avez un petit récapitulatif de cette évolution. En 99, 90, c'est tout premier diatonite. 99, lancement du premier enduit pré-mélangé à base de liège. Et ça, c'est très important. Ensuite, en 2006, la diatonite évolution avec un lambda de 0,045. Diatonite évolution qui est sous avis technique en France, reconduit jusqu'à fin 2024 aujourd'hui. Diatonite chape, c'était les toutes premières chapes légères. Diatonite DEMX et diatonite acoustique ensuite en 2012. Diatonite thermoactive 0,37 et DEMX. La DEMX est une diatonite qui est déshumidifiante. 2020, diatonite sismoactive et diatonite acoustique plus. 2022, diatonite thermostat 0,47, voilà, avec donc une chape allégée, très forte résistance mécanique et un lambda de 0,047. Donc, c'est une entreprise qui est vraiment, vraiment dans l'axe de faire tester ses produits, certifier ses produits. Nous avons énormément de certifications nationales et internationales et européennes, bien sûr. Donc, je parlais de l'avis technique pour la diatonite évolution. La diatonite thermoactive 0,37 est sous certification au CSTB pour l'instant. Nous attendons la certification, mais le CSTB met plus de 18 mois à vous délivrer la certification. Donc, par contre, voilà, nous avons les déclarations environnementales du produit qui correspond à la FDES française. Nous sommes aussi en certification à FDES sur nos produits, dont nous attendons bien sûr avec impatience les résultats. Et vous voyez différentes certifications européennes et notamment CE. Voilà, et d'autres, vous voyez, même en Angleterre ou dans d'autres pays, nous avons toutes les certifications. Voilà, et nous sommes classés A+ au niveau de la qualité de l'air. Donc, diatonite évolution était donc notre première diatonite d'isolation thermique extérieure. Très bonne conductivité thermique, hein, ça c'est très important. La résistance thermique, je vais vous donner les éléments, voilà. À 0,045, la résistance thermique 0,222. Les consommations,
Voilà. Vous avez les consommations, moi je ne les vois pas, mais voilà, qui sont à noter, notamment également la réaction au feu A1 et euh, le mu, la perspirance avec un mu de 4. Diatonite 0,37, terme actif 0,37, voilà. Conductivité thermique 0,37, résistance thermique 0,270. La consommation et la légèreté, hein, c'est très important, puisqu'on est à 370 km3 pour la diatonite évolution et 250 km3 pour la terme active 0,37. Et la perspirance avec un mu de 3 qui est encore amélioré par rapport à l'évolution. Donc, c'est une solution projetée, donc projetée avec une machine traditionnelle, une projeteuse traditionnelle, ou à la main. Voilà, on fait énormément dans les cœurs de ville, on fait énormément de cours, de parties qui sont difficilement accessibles, et donc c'est fait à la truelle et à la taloche. Donc, c'est une formulation qui est extrêmement légère, qui est extrêmement polyvalente et qui permet une application illimitée avec, vous voyez, la possibilité de réaliser des choses très particulières et en respectant l'architecture du bâtiment. Là, vous avez un aperçu de qu'est la diatonite en cours d'application. Alors, c'est quelque chose, comme je vous l'ai dit, qui est extrêmement malléable. Vous voyez, on peut faire des choses très particulières sur le bâtiment. Il faut savoir que c'est un produit qui s'applique notamment sur tout type de matériaux, y compris le bois. Donc, effectivement, il faut s'assurer que le support est solide, non friable. Il faudra parfois piqueter ou décrouter. Ensuite, ça s'applique directement sur des matériaux naturels tels que la brique, la pierre, le chausse-plâtre, le plâtre et pan de bois. C'est vraiment fait pour les bâtiments en construction traditionnelle. Ça peut être bien sûr appliqué sur du béton, mais comme on travaille énormément sur l'ensemble, y compris la perspirance, bien sûr, c'est un produit qui est très utile sur des bâtiments dont les matériaux sont naturels. C'est vraiment ça qu'il faut retenir. Ça laisse une grande opportunité de créer de l'habitat qui est plus sain et qui permet aussi d'avoir des façades très, très, très bien finies et qui pourront ensuite rester dans le temps très bien finies par la solidité mécanique. Donc voilà, là, vous voyez, on parle de l'application de la diatonite sur des matériaux naturels tels que la brique. Donc, le CSTB dit que jusqu'à 6 cm d'épaisseur, il n'est pas nécessaire d'apporter un treillis. En règle générale, les applicateurs le font, mais jusqu'à 6 cm, il n'y a pas de nécessité de maillage. Donc, au-delà de 6 cm, le CSTB dit qu'on peut aller jusqu'à 12 cm, mais on a des applications qui sont parfois supérieures. Mais avec 6 cm de diatonite, vous apportez un confort qui est très, très important. Et on a aussi
la particularité d'être utilisé sur avec d'autres matériaux sur des retours de fenêtre, notamment pour une épaisseur d'1,5 cm, 2 cm, où là, on va couper les ponts thermiques par rapport à des matériaux qui demandent beaucoup plus d'épaisseur et qui ne peuvent pas être utilisés en rénovation. Vous avez également beaucoup d'utilisation sur des pignons lorsqu'il y a des conflits de copropriété, parce qu'avec 3 cm sur du moellon, sur de la brique, vous allez apporter un grand confort au niveau de la perspirance et de la protection du bâtiment, et sans apporter une épaisseur qui va créer justement un conflit de copropriété ou une interdiction d'appliquer. Voilà, là, vous avez un tableau comparatif par rapport notamment sur la diffusivité thermique, où on voit les différents matériaux, et où on s'aperçoit que Diatonite Évolution et Diatonite Thermactive ont le meilleur rendu au niveau de justement la diffusivité thermique. Bon, je ne vais peut-être pas vous faire toute cette… je vais… Voilà, là, vous avez les différentes données et les réglementations, notamment la norme EN ISO 5216 concernant les objectifs pour 2030. Alors, chez Diazen, il y a un bureau d'études, bien sûr, et ce bureau d'études peut permettre aux architectes, en nous donnant des éléments sur la paroi, de vous donner un calcul sur l'apport et les économies d'énergie et le confort de vie en utilisant les diatonites sur les parois des bâtiments que vous traitez. Ça, il ne faut surtout pas hésiter à nous communiquer ces éléments de façon à ce que l'on puisse vous rendre cette étude et que vous ayez les données complètes sur l'utilisation de nos produits et l'apport en qualité environnementale et pour les personnes sur les bâtiments. Là, vous avez un élément, on ne veut plus voir ça. Nos produits sont… vous voyez, là, on voit ces produits qui sont complètement… qui ferment totalement le bâtiment. On voit les bâtiments qui prennent feu, ou les bâtiments qui sont avec des sels dans les parois. Et ça, pour nous, c'est vraiment ce vers quoi contre quoi il faut lutter. Donc ça, c'est les produits qui peuvent… Donc, la diatonite, c'est un produit d'isolation thermique extérieure, mais également d'isolation thermique intérieure. Et bien sûr, la diatonite acoustique qui est beaucoup utilisée en intérieur. Nous avons notamment aujourd'hui un énorme travail avec la RATP, le métro parisien, où nous isolons les couloirs du métro et certaines stations dans le cœur de Paris et sur le Grand Paris. Donc, lorsque on applique la diatonite, là, vous voyez, vous avez un exemple de ce qu'est la diatonite une fois qu'elle est appliquée. Elle ne peut bien sûr pas rester comme ça. Ensuite, elle va être recouverte d'un enduit à la chaux qui chez nous s'appelle Argasem ou Argatherm, et qui va venir finir la diatonite pour lui donner un aspect fini, un aspect taloché ou lisse, selon la granulométrie de
de l'enduit à la chaux qu'on va utiliser sur la diatonite. Elle doit être absolument recouverte, elle ne peut pas être nue. C'est un enduit de finition et de lissage. L'argatherme ou l'argacème. Voilà, ensuite je ne vais pas vous faire la présentation de tous nos produits, mais sachez qu'il y a des produits diatonites, notamment comme la diatonite DEMX, qui sont des diatonites qui permettent d'éviter le dépôt de sel, notamment sur les parois, dans les parois naturelles telles que la brique, comme on le voit sur cette photo. Ça va vraiment tirer l'humidité qui est naturelle dans les murs pour l'extraire en vapeur d'eau vers l'extérieur. C'est aussi une diatonite, la DEMX, qui peut être mise dans les soubassements et bien sûr avec une VMC, et qui va vraiment éviter que les parois soient abîmées. Voilà. Donc, on utilise de la chaux hydraulique naturelle pour sa perméabilité et aussi pour sa résistance mécanique. On parle ici d'assèchement des murs. Alors, toutes les personnes qui m'enverront un mail peuvent recevoir cette présentation, et toutes les fiches techniques sont téléchargeables sur le site de Diazen, www.diazen.com, et n'hésitez pas à nous contacter pour obtenir toutes les fiches techniques, les valeurs et les valeurs environnementales de ces produits. Voilà, là, cette diatonite acoustique est très importante pour nous, puisqu'on peut faire également, bien sûr, on fait des théâtres, des auditoriums et d'autres, voilà, des immeubles où il y a de très grands volumes, notamment dans la rez-de-chaussée. Aujourd'hui, il y a parfois de très grands volumes. Alors, voyez, vous avez des exemples. Vous voyez, la possibilité de faire des choses très particulières, des formes très différentes ici. Là, on garde bien sûr beaucoup de porosité et de rugosité sur la diatonite acoustique. Diatonite Gotti, qui est une barrière au salpêtre. Voilà. Diatonite de Chappe, la dernière, donc thermostat 0,47 avec, vous voyez, c'est une chape légère, 380 kg mètre cube. Et en 30, oui, pardon, très important, avec une épaisseur minimum de 30 mm. Alors, je vais passer sur les chats, puisque on parle surtout de... Voilà. Alors, vous voyez, je vous ai parlé des revêtements d'enduit de régréage sur la diatonite évolution ou sur la diatonite thermactive. Donc, vous avez ici l'argacème et argacème ultra fin. Et donc, l'enduit de régréage à la chaux pour assurer une surface totalement lisse. Donc, ça, c'est très important pour le cœur de ville, notamment à Paris, où les surfaces sont vraiment lisses. Dans d'autres régions, on fait aussi des surfaces talochées, hein, ça arrive souvent. Donc, on finit après avec nous une peinture naturelle qui s'appelle Plaster Paint chez nous, peinture à la chaux. Mais effectivement, il y a beaucoup d'architectes qui prescrivent sur la diatonite et sur l'argacème des laits de chaux ou des peintures minérales très adaptées à continuer la perspirance de nos produits. Voilà, vous avez, vous voyez, Plaster Paint coloré au rouleau, et puis après, on peut
mettre des produits d'imperméabilisation, toujours naturels, bien sûr. Euh, pour la diatonite acoustique, on utilise une peinture à base de chaux qui s'appelle lime paint, voilà, qui permet de ne pas fermer la porosité du matériau. Ensuite, ben voilà, des peintures au liège, puisqu'on parlait du liège, qui est vraiment une source très ancrée chez Diazen et qui est importante, qui assure toujours la perspirance et qui a une grande élasticité, qui peut parfois avoir de l'importance. Les bâtiments ont une certaine mouvance. Voilà. Globalement, si vous voulez, ce qu'il faut retenir chez Diazen, c'est vraiment la, la, la qualité environnementale de ces produits est complètement naturelle. Je le répète, dans notre produit, il n'y a absolument pas de ciment. On ne ferme pas le bâtiment reste toujours perspirant et on travaille contre le chaud, contre le froid, contre l'humidité. Et il est très important de comprendre ces facteurs qui, pour nous, sont l'essence même de notre recherche et de nos produits. Donc là, vous avez quelques projets. Je vous parlais du métro parisien, voilà, les applications, bien sûr les bâtiments. Là, vous voyez, c'est un bâtiment dans le 18e. Mais c'est aussi des bâtiments plus contemporains. Là, c'est un projet avec des bâtiments en béton. Donc, et des bailleurs, c'est un bailleur social. Nous, on travaille avec des bailleurs privés, des bailleurs sociaux. Voilà, vous voyez, on peut le faire aussi avec des finitions colorées. On protège aussi des bâtiments industriels. Ici, un château d'eau. Et vous voyez, là, on est dans un OPH à Drancy, les maisons individuelles, toujours des bâtiments parisiens. En Corse, voilà, marche très bien en Corse, contre la chaleur et contre le froid dans les régions alpines, qui ont été les premières régions à utiliser les produits Diazen. Voilà, on voit ici les résultats. Voilà, ben, je pense que je vous ai à peu près tout dit. Alors bien sûr, c'est très difficile en quelques minutes d'exprimer toutes les possibilités et la capacité de Diazen à développer des produits naturels. Mais je pense que l'essentiel est dit. Je vous dis, n'hésitez pas à revenir vers nous pour obtenir toutes les certifications, éventuellement des études, bien sûr. Sachez que je me déplace beaucoup sur tous les projets et j'assiste aussi les, les entreprises au démarrage des chantiers. Mais nos meilleurs ambassadeurs sont souvent les applicateurs parce que c'est un produit qui est extrêmement facile à appliquer pour, bien sûr, pour des professionnels qui utilisent ces produits régulièrement. Donc voilà, je pense qu'on vous a à peu près tout dit et j'espère que bah, vous serez convaincus par ces produits. En tout cas, n'hésitez pas à revenir vers nous pour avoir davantage d'informations. Merci à vous de m'avoir Mer- écouté. Merci beaucoup. Du coup, ce que je vous propose, c'est il y a beaucoup de questions Oui. qui sont posées. Ce que je vais essayer de faire, c'est peut-être garder les questions qui pourraient être aussi posées à Monsieur Couturier. On les traitera à Mhm. la fin. Euh, donc, il y a des questions sur les pans de bois, il y a des questions sur les épaisseurs, etc.
Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, alors il y avait une question qui était assez spécifique là. Vous aviez une slide de présentation où vous montriez l'évolution de la résistance thermique au fil des années. Il y a Mhm. quelqu'un qui demandait qu'est-ce qui avait fait que la résistance thermique avait progressé de manière En aussi fait, importante au fil du temps. en fait, c'est l'apport de matériaux complémentaires, si vous voulez, en densifiant davantage notamment la pierre ponce et la perlite, ça a permis d'alvéoler davantage la diatonite et de la rendre plus thermiquement euh, performante. Il y a aussi le fait que on travaille différemment l'argile et la chaux hydraulique, vous voyez d'ailleurs la diatonite Thermactive 037 est beaucoup plus légère, beaucoup plus alvéolée et apporte davantage de résistance thermique. Ok. Après, donc la plupart des questions, je pense que c'est des questions qui seront intéressantes de vous poser à tous les deux. Sur les épaisseurs, sur la formation des artisans, sur les coûts, évidemment. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on laisse la parole à Monsieur Couturier. Et puis après, on se garde 20 minutes pour faire les échanges tous ensemble. Ok. Alors, juste un petit rappel, si vous posez des questions, s'il vous plaît, pensez à utiliser l'onglet questions et réponses. Il y a un petit bouton en bas Q et R, ce qui permet pour nous de gérer beaucoup plus facilement les questions qui ont été posées par rapport au pavé de discussion. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je vais juste partager mon écran. Ça ne va pas. Problème technique, je n'arrive pas à me partager. Voilà, tout le monde le voit. Non, là pour l'instant, on voit pas. Non. Non. Voilà. Pourquoi ça ne passe pas? Ah voilà. Partager. C'est bon. C'est bon? C'est parfait. Vous le En plein voyez? écran, parfait. Ouais, ouais. Merci beaucoup. C'est parfait. Voilà. Bonjour à tous. Tout d'abord, je vais peut-être me présenter. Donc, je m'appelle Michel Couturier. Je suis le responsable du marché français pour le système Fixit 222, conduit aérogène. Il y a 25 ans que je travaille pour la société Fixit. J'ai occupé différentes fonctions, notamment la direction commerciale pendant une vingtaine d'années pour la partie francophone. Fixit, juste en quelques mots pour vous présenter la société. Donc la société Fixit est une société suisse qui fait partie d'un groupe qui s'appelle Fixit Group. Nous fabriquons environ 700 produits différents répartis dans les différentes branches de la construction qui passent du plâtre à projeter au mortier maçonné, à la chape fluide, et j'en passe, et également tous les systèmes ITE. Et en fait, je vais vous parler aujourd'hui uniquement d'un seul produit qui est en fait le système 222. Euh, je vais vous faire peut-être déjà l'historique et les objectifs que nous avons visés lors de la fabrication de ce produit, les caractéristiques de l'enduit isolant, la mise en œuvre et ses épaisseurs. Je vous parlerai également des points singuliers qui paraissent importants parce que c'est souvent ça qu'il faut résoudre.
les finitions et des exemples réalisés. Je vous parlerai essentiellement de 3 objets avec quelques détails sur ces objets. Et bien évidemment, je vous parlerai un peu de prix, parce que ça aussi c'est le nerf de la guerre, donc ça me paraît important. Dans la recherche et le développement, en fait, sur la base d'enduits de rénovation que la société Fixit produisait depuis plus de 50 ans, en collaboration avec l'EMPA, Fixit a développé une nouveauté mondiale. Son développement a duré environ 5 ans, de 2007 à 2012, et a débouché sur une première réalisation en Suisse. Le produit, donc, c'est le Fixit 222 aérogel enduit thermoisolant haute performance. Les avantages de ce produit ouvre de nouvelles portes à l'industrie du bâtiment. Il était déjà énormément utilisé dans la technologie spatiale. Les aérogels sont désormais employés comme matériaux thermoisolants dans la construction. Le domaine d'application couvre l'assainissement énergétique des immeubles anciens et l'isolation thermique des constructions historiques. Et en accord avec la conservation des monuments en Suisse, des bâtiments classés peuvent également être optimisés sur le plan de la consommation énergétique. Également bien accepté, ce que j'ai pu comprendre par les architectes du bâtiment de France, le Fixit 222 se distingue par son excellente conductivité thermique. C'était un des objectifs principaux d'ailleurs que nous avions. Sa composition minérale et sa haute perméabilité à la vapeur d'eau empêchent toute formation de moisissures et accroissent généralement le confort de l'habitat. Il est non combustible puisqu'il est dans la meilleure classe incendie, on verra tout à l'heure. Tout d'abord, le produit, qu'est-ce que c'est en fait l'aérogel? En fait, l'aérogel de silice, vous voyez une petite image qui vous montre un petit peu le composant. Donc en fait, c'est le matériau le plus léger qui existe au monde. Les aérogels en fait sont des corps solides ultra poreux qui sont constitués de 90 à 98% d'air, ce qui explique son pouvoir isolant assez conséquent. L'origine des aérogels se trouve dans l'industrie spatiale, où ils étaient utilisés, où ils sont encore utilisés pour l'isolation des combinaisons spatiales et comme support de stockage des gaz et solides. La matière première servant à la fabrication de l'aérogel est le dioxyde de silicium amorphe, appelé silicate de potasse ou silicate généralement dans les sciences de matériaux de construction. Et c'est un matériau purement minéral. Là, vous voyez une petite illustration d'une molécule traditionnelle, et puis on peut constater qu'à droite, vous avez la molécule d'aérogel. Et en fait, qu'est-ce qui fait que l'aérogel isole mieux? C'est qu'il est, on le constate, emprisonné, donc il peut garder la chaleur beaucoup plus longtemps, et ce qui fait que son pouvoir isolant est meilleur que d'autres molécules. La valeur lambda, donc, elle a été déclarée à 0,028. C'est des tests qui ont d'abord été faits chez nous à l'EMPA, qui est en fait l'équivalent de votre CSTB. Il a été testé à 0,026, mais on l'a classé à 0,028. Comme vous le savez, c'est des valeurs qui sont contrôlées annuellement. Et nous avons fait également un rapport d'essai chez Codem à Amiens, donc en France, qui est certifié COFRAC. Et sur les essais qu'on a fait en 2021 chez eux, on est arrivé exactement au même résultat, c'est-à-dire qu'on est arrivé à 3 échantillons qui étaient l'un à 0,026, l'autre à 0,027 et l'autre à 0,029, ce qui fait une moyenne de 0,28. Ce qu'on peut savoir, c'est qu'un assainissement avec ce système, on l'a pu le prouver sur différents chantiers, font des économies de chauffage assez importantes en mettant des couches d'application entre 30 et 50 mm. Comportement au feu, il est classé A2, S1, D0, donc c'est la meilleure classification possible. Ces effets perméables à la vapeur ouverts à la diffusion, donc on arrive également à un mur assez intéressant, voire même très perspirant.
là, je vous mets un petit tableau en fait, qui vous explique sur les différents matériaux qu'on constate sur le marché. Vous avez ce qui est le moins perspirant, c'est un polystyrène extrudé. C'est des valeurs qui sont en mu. Hein. Et puis, le meilleur reste malgré tout la laine de roche au niveau de la perméabilité. Mais ce qu'on peut constater, c'est qu'on est tout proche, puisqu'on a un mu de 4 avec notre enduit isolant. Description du système, en fait, notre système commence, bien sûr, nous, ce qu'on demande, en fait, c'est un piochage de l'enduit existant. Pas dans tous les cas, mais dans la majorité des cas, parce que le but du produit, c'était en fait d'améliorer l'enveloppe thermique tout en conservant l'architecture du bâti. Ça, c'est une des priorités, parce que c'est souvent là où on est confronté à des demandes, c'est pour pouvoir conserver l'architecture du bâtiment. Donc, on commence, une fois pioché, à faire un choix de gobki. Moi, je dis pré-giclage, mais en fait, vous appelez ça gobki. Hein. Donc, on en a 3 en fonction des supports. Hein. Si vous avez, par exemple, des murs en pierre, on va mettre un 211. Si vous avez des murs en plâtre, pan de bois plâtre, on va mettre un 281. Si vous avez du mâche-fer ou des murs en briques, on mettra un 670. Ensuite, le 222 qui est le corps d'enduit, qui est composé par la chaux hydraulique, hein, de la NaHL5 et puis de la chaux hydratée et des agrégats, surtout la granule d'aérogel qui fait que ce produit est performant, ainsi que quelques agrégats minéraux légers. Après l'application du 222, on applique un stabilisateur de support de manière à assurer la même porosité sur le support. Et ensuite, on va protéger l'enduit. Il faut savoir qu'un enduit isolant a peu de résistance mécanique, hein. Donc il faut qu'on le protège contre les chocs. Donc on va mettre un enrobage et nous, on exige une épaisseur de 5 mm de cet enrobage où on incorpore une maille en fibre de verre pour assurer la protection de l'enduit. Ça, c'est la composition de base du système. Et ensuite, on va mettre des finitions. Donc, vous avez plusieurs types de finitions, soit des produits en poudre qui sont dilués dans l'eau de gâchage, mais ces crépits de finition doivent être peints. Et ensuite, vous avez des crépits de finition en pâte. Et ceux-ci sont teintés dans la masse selon des nuanciers de couleurs, soit les nuanciers Fixit ou des nuanciers qui sont des râles ou voire des nuanciers que vous possédez. Type de support et les pré-traitements, hein, en fait, la plupart des supports, en principe, recevoir notre système, il convient d'adapter la couche d'adhérence adéquate. Les supports les plus courants sont les maçonneries en briques terre cuite, béton, mâche-fer, moellon, pisé, pas forcément sur Paris, mais dans certaines régions de France, vous en avez. Mollasse, colombage ou pan de bois. Il est possible aussi d'appliquer sur des anciens enduits, pour autant qu'on vérifie la portance de l'enduit sur lequel on va appliquer notre système. Si on avait un doute, à ce moment-là, on mettrait un porteur d'enduit. En fonction de l'épaisseur de l'enduit isolant, il y a lieu de poser un porteur d'enduit. Celui-ci, en fait, il est annoté dans notre avis technique. En fait, à partir de 10 cm, il faut mettre un porteur d'enduit. Là, je vous ai mis un schéma, en fait, sur une structure pont de bois, la manière de procéder. Donc, en fait, bon, ici, j'ai graphé des moellons, mais en fait, on peut très bien avoir un système de pont de bois parisien. En fait, c'est plutôt du plâtre qui est entre le pont de bois. Donc, nous, ce qu'on propose, c'est la pose d'un treillis Rabitz, qui est un treillis terre cuite avec une adjonction de métal, hein, qui est fixé sur les pans de bois, puisque là, il n'y a pas de maçonnerie sur les pans de bois parisiens. Ensuite, on va mettre le gobki, qui est le 281, l'enduit isolant en fonction de l'épaisseur qu'on a choisi. On va mettre l'enrobage, c'est-à-dire la protection, et le crépi de finition. Là, j'ai opté pour un crépi en poudre, mais on pourrait très bien concevoir un crépi de finition déjà teinté dans la masse.
Autre illustration, là, si vous êtes sur une maçonnerie de moellon ou pierre naturelle, clinker, etc. Ce qui va changer, c'est le gopti. On n'a pas de porteur d'enduit, à part si on met éventuellement une épaisseur au-delà des 10 cm. Et puis, vous avez un schéma de pose classique, autrement. Et puis, la troisième image, c'est pareil, si vous êtes sur du mâche-fer, là également, vous n'avez que le gopti qui va changer. Traitant et des détails et des points singuliers, ce qui est plus, à mon avis, aussi très important, parce que souvent c'est là qu'on se pose la question si on a des déperditions. Alors en fait, le premier raccord, c'est le raccord au tableau de fenêtre. Alors en fait, vous êtes souvent confronté, vous avez très peu de place pour isoler ces tableaux de fenêtre. Alors nous, ce qu'on propose, c'est la pose d'une natte d'aérogel. Cette natte d'aérogel qui a plusieurs épaisseurs, qui varie entre 1 cm jusqu'à 5 ou même plus de centimètres, mais souvent utilisée, c'est la natte qui fait 1 cm d'épaisseur, qui est collée en plein sur le retour tableau, qu'on fait déborder sur l'épaisseur de l'enduit, et ensuite on finit avec notre enrobage pour avoir exactement le même support, la même finition et la même porosité. Donc, ce qui veut dire qu'on a coupé l'élément de pompe froid sur ce raccord-là. Là, vous avez également sur des raccords horizontaux, en fait, tous ces détails pour vous fournir, en fait, ça vous donne une explication comment on traite ce genre de détails, parce que c'est important, il n'y a pas que des surfaces planes sur un bâtiment, donc il faut pouvoir régler ce genre de détails. Autre problème que vous avez peut-être souvent sur Paris, c'est quand vous avez des corniches ou des modellatures qui restent existantes. Vous verrez par la suite, je vous montrerai des chantiers où on a complètement refait les modellatures, mais là, dans le cas présent où elles resteraient apparentes et on ne ferait que piocher l'enduit et on aurait la place pour mettre notre enduit sans enlever la corniche, eh bien, on a la possibilité, vous avez un détail technique qui est bien réglé. En fait, on met un joint qu'on appelle bande de rive, en fait, c'est un joint qu'on voit quand on fait piquer, par exemple. Autre détail, c'est quand vous avez des encadrements, même problème, quand vous avez des encadrements en pierre qu'on ne peut pas isoler, pas changer, ben voilà comment on règle également avec une petite bande de rive qui permet de faire le joint final et on va faire un petit joint acrylique au fond. Sous un toit, ce qui est moins fréquent à Paris, mais ça peut arriver. Donc on a également ce détail qui est prévu de la même manière, c'est-à-dire on mettra également un joint de finition au sommet. Et les parties, si vous aviez des parties qui sont enterrées, donc on traite la partie enterrée avec un panneau, là, un panneau en extrudé qui remonte de 25 cm au-dessus du sol. Et puis vous avez le détail de raccord. Ça, c'est un détail de raccord qu'on a. On ne travaille pas comme ça en Suisse, mais c'est un détail de raccord qu'on a adopté avec le CSTB, où en fait on nous demandait de séparer la partie isolation enduit et la partie isolation terrée. Certification, on a commencé je suis arrivé sur Paris en 2014, donc on a commencé par un ATEX qui nous a permis de faire en fait plusieurs chantiers sous ATEX. On n'avait pas, disons, de restreint, on n'était pas restreint par rapport à la quantité de chantiers, mais cet ATEX a été valable jusqu'au mois d'octobre 2021. Et puis, on a fait la certification CSTB qu'on a commencé malheureusement à l'époque du Covid, donc ça nous a passablement tardé. Et on a mis à peu près 2 ans pour obtenir cet avis technique qui est aujourd'hui valide depuis décembre 2021. Quelques exemples en fait que je vais vous montrer. Je vais vous parler d'un chantier
qui est la cité Tony Garnier, qui se situe à Lyon. Je vous parlerai également de la rue Charenton à Paris, et puis de la rue Jean-Pierre Timbaud à Paris, qu'on a réalisé. Le premier a commencé en 2016, et puis entre 2018 et 2020, ces chantiers se sont exécutés. Alors, Paris, Tony Garnier à Lyon, en fait, j'étais appelé en 2014 déjà par l'architecte. Ils avaient pour mission de résoudre le problème de ces 6 bâtiments que vous voyez en orange. Mais ces bâtiments ont quand même quelques particularités. La cité Tony Garnier, je ne sais pas si vous le savez, mais en fait, c'est une cité à musée, en fait, un musée à ciel ouvert, où vous avez 23 pignons qui sont des murs peints. C'est des fresques. Hein, Alors ça, c'était une des particularités qu'on a rencontrées. Et puis, l'autre particularité, c'était les points singuliers, notamment ces loggias avec pas mal de détails de construction. Alors, notre première mission a été de faire un prototype pour montrer que ces problématiques, on arrivait à les résoudre. Ce prototype a été réalisé en 2016 et c'est ce qui a été le démarrage un petit peu du projet et du chantier. Donc, on a commencé par un pignon. Vous avez à gauche le pignon qui est existant et le pignon de droite, c'est celui qui a été réalisé. Et donc, on a mis 60 mm d'enduit isolant. Il faut savoir que le support, c'est du mâche-fer. Donc, avec ces 60 mm, on arrive à R de 14. Ensuite, on a fait commencer les bâtiments. Donc là, vous voyez un bâtiment qui est maintenant réalisé, mais vous pouvez voir comment il a été travaillé. C'est-à-dire qu'on a pioché les enduits qui étaient sur mâche-fer. Et puis, après le GOPTI, l'entreprise a posé des cales de manière à régler l'épaisseur, puisqu'on parle d'isolation. Donc, il est vraiment important d'avoir l'épaisseur requise, donc les 6 cm. Donc ensuite, il a rempli, comme vous voyez sur l'image de droite, et on a enlevé les lattes qui servaient de guide, et puis on a rempli les joints de manière à avoir une isolation totale sans pompe froid. Ensuite, vous voyez la même image en fait des bâtiments, et là vous voyez le produit fini. Et là, ce qu'on constate, vous voyez les points singuliers. Juste petite parenthèse, la partie des loggias et sous les bow windows ont été réalisées avec une natte d'aérogel, parce qu'il est vrai qu'on n'avait pas l'épaisseur requise. Donc on a utilisé une natte de 2 cm d'épaisseur, permettant justement d'apporter l'isolation nécessaire. La natte d'aérogel a une valeur lambda de 0,015, ce qui permet de régler beaucoup de problèmes. Les tableaux de fenêtres ont été aussi réalisés avec les nattes d'aérogel, puisque généralement vous n'avez pas d'épaisseur. Là, on a mis 1 cm de natte d'aérogel. Sur ces bâtiments, la seule chose qui a été modifiée, c'est les appuis de fenêtres, parce qu'ils étaient très abîmés. Donc, ils ont été, au début du chantier, coupés au bras de la façade, et c'est des pièces rapportées qui ont été mises au niveau des tableaux de fenêtres. Quelques détails de construction, parce que c'est quand même important de voir ces détails sur les bow windows. Donc, ces gouttes pendantes qui ont été refaites. Ensuite, un autre chantier, c'est à la rue Charenton. C'est un objet qui a été fait en 2018. On a mis 10 cm et demi d'enduit isolant pour arriver à un R de 3,75. Particularité de ce bâtiment, donc vous avez la rue Charenton et puis vous avez la rue Abel-Leblanc, deux façades qui étaient complètement différentes puisqu'une était en plâtre et l'autre en moellon. Donc en fait, ça a été complètement décrépit, y compris les bandeaux. Donc tout a été enlevé. La solution de l'entreprise au niveau des bandeaux, il a fait des moules où après il a coulé du chaud plâtre dans ces moules. La seule chose qu'on a
demandé, c'est qu'on protège derrière les moules, qu'on mette une bande d'aérogel, de natte d'aérogel, pour couper le pont de franc. Donc, partout, vous avez 10 cm et demi d'enduit. Donc, c'est jusqu'ici, hein, donc, ça a été fait. Quelques particularités, donc, les encadrements de fer, c'est des encadrements qui ont été refaits métalliquement, donc c'est des encadrements métalliques. Hein. Et la partie ici, vous constatez qu'ils ont rajouté des volets, et les gonds de volets sont fixés sur les parties métalliques. Par contre, vous avez les arrêts de volets qui sont posés dans la façade, donc on est venu jusque dans le support avec une douille qui me permet d'éviter le pont thermique. Mais on a été jusque dans le support pour assurer en fait la fixation de ces volets. Quelques petits détails techniques, vous voyez les modélatures, vous voyez les encadrements de fenêtres. C'est un bâtiment qui a maintenant 5 ans. Et ben, vous pouvez aller le voir en fait, et surtout voir au niveau du vieillissement. Autre objet, en fait, c'est la rue Jean-Pierre Timbaud, qui est un pont de bois. Hein. Ça, c'est une fois qu'il a été pioché. Donc là, on a procédé à 2 étapes. En fait, la première a été d'égaliser avec un enduit à la chaux, hein, parce qu'il y a pas mal d'épaisseur à égaliser. Et puis ensuite, une fois égalisé, comme il y avait une certaine épaisseur, on a mis un porteur d'enduit. Ce porteur d'enduit, vous avez 2 possibilités. Soit nous, on peut livrer un porteur d'enduit qui a déjà les ondes de 5 cm permettant d'être dans l'axe de l'enduit. Là, ils ont été conçus sur chantier, c'est un treillis traditionnel. Et puis, l'entreprise a créé ces ondes de manière à pouvoir être vraiment dans la partie de l'épaisseur de l'enduit. Et puis, une fois projeté, voilà l'enduit terminé. Là, on voit, ils ont mis l'épaisseur de 8 cm. On arrive à un R de 2,85. Voilà l'objet terminé. Donc, en fait, ce qu'on constate, les modélatures, c'est les cornières, là, c'est des cornières à porter, hein, qui ont été recollées sur place. C'est des cornières préfabriquées. Autre objet sur Paris, c'est sur la place Clichy, hein, où là on a mis 4 cm d'enduit pour un R de 1,42. Particularité de cet objet, on n'a pas décrépit, donc on n'a pas pioché l'enduit, on est revenu dessus avec un support d'enduit parce qu'on voulait assurer, on n'est pas certain que l'enduit existant avait une portance suffisante. C'était plus une précaution qu'on s'est donnée. Là, c'est aussi un objet avant-après à Paris, c'est la rue Vic d'Azur, c'est une façade de rue où en fait on a rajouté 5 cm pour obtenir un R de 1,78. Et là, vous avez un bâtiment qui se trouve à Montélimar, qui a une épaisseur de 3 cm. Là, pour ceux que ça intéresse, j'ai une vidéo de ce chantier où le syndic de copropriété parle de son immeuble, pourquoi son choix, et puis la manière dont ça a été réalisé. Et puis, une année après, en fait, il nous a écrit, vous avez le mail sous les yeux, l'idée, en fait, pour lui, c'était de regarder un petit peu quel était le gain qu'il avait fait. Donc, je rappelle qu'on a mis 3 cm d'enduit, hein, et il a fait un petit calcul sur, grosso modo, 5 ans, 6 ans de consommation. Et puis, la dernière année, qui était l'année 2021, d'avril 21 à avril 2022, où il a utilisé la consommation. Et en fait, il nous dit dans son mail qu'il a économisé à peu près 25% d'énergie. C'est intéressant, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est intéressant de le signaler parce que ça vient d'un syndic de copropriété. Le calcul, il a été fait sommairement, hein, mais je pense qu'il a un intérêt Et on parle de 3 cm d'enduit. Hein. On sait que c'est les premiers centimètres qui sont importants, mais je pense que pour les propriétaires, c'est quand même
une donnée importante. Important également, c'est le prix. Alors moi, j'ai fait une comparaison de prix entre un système traditionnel qui est utilisé sur Paris avec du chaud-plâtre, hein, des plâtres chauds, c'est-à-dire que vous piochez l'enduit et puis vous remettez un chaud-plâtre. Donc en fait, vous avez plusieurs étapes. Le piochage de l'enduit, j'ai mis des prix que je connais sur le marché français qui sont, à mon avis, légèrement rehaussés, hein, mais c'était voulu de ma part. Donc, système traditionnel ou système fixé, vous avez la même position, hein, c'est un piochage avec le même prix. Ensuite, ben, vous avez une couche d'accrochage, un gobetis, des deux manières, vous allez le mettre, donc on estimé à 15 €. Ensuite, vous avez le corps d'enduit. J'ai pris une épaisseur de 50 mm. Hein. Ça peut être plus si vous êtes sur des pans de bois. Mais en fait, j'ai pris une moyenne, puis j'ai pris aussi 50 mm d'enduit isolant. Vous voyez que bon, la différence se fait surtout à cette position et dans la position suivante, où en fait, là, on va mettre une protection d'enduit avec 5 mm. J'ai mis un coup. Puis ensuite, vous avez une finition. Des deux côtés, vous avez une finition où j'ai mis exactement le même prix. Là, j'ai choisi une finition teintée dans la masse. Donc, l'enduit en pâte, c'est ce qui se fait le plus souvent dans les chantiers parisiens que j'ai. Si on fait un total, ici, on arrive à 211 € au mètre carré, que vous pouvez facilement contrôler par rapport à des chantiers que vous avez exécutés ou des prix que vous avez d'entreprise. Et puis, le prix avec ravalement 222 avec 5 cm d'épaisseur. La différence, ben, elle se situe surtout dans l'amélioration de l'enveloppe thermique, c'est-à-dire que vous allez arriver à un R de 1,78 avec le système fixite et si vous faites un système traditionnel, ben, vous n'aurez pas d'amélioration de votre enveloppe. Voilà, je vous remercie de votre attention, je suis à l'écoute de vos questions. Je viens assez aussi souvent sur Paris. Si vous nécessitez le besoin de me rencontrer pour avoir des informations complémentaires. Merci beaucoup, Monsieur Couturier. Du coup, là, j'ai une première réaction qui me vient tout de suite, c'est que je vous proposerai dans les mois qui viennent qu'on organise avec chacun de vous deux peut-être des visites de chantier, parce que c'est chouette de voir des photos, mais je pense que c'est aussi très intéressant d'aller voir le Oui. rendu la finition, parce que il y a le tableau de fenêtre, on imagine, bon, bah voilà, qu'est-ce que c'est 5 cm en plus, mais il y a aussi une matérialité qui est importante de voir. Et même s'il y avait un peu des gros plans sur les photos, je pense on va organiser ça là d'ici le mois de juin pour les participants qui étaient là aujourd'hui. Alors, il y a énormément de questions assez précises. Donc, je pense que la plupart des questions sont valables pour tous les deux. Donc, je vous laisserai prendre la parole chacun. Peut-être simplement commencer par le prix. C'est une question qui avait été posée. Du coup, Monsieur Couturier, vous en avez parlé. Monsieur Aguilar, vous avez une idée à peu près de la décomposition du prix Oui, alors nous, on a, parce que nous, on a de nombreuses entreprises qui appliquent nos enduits sur Paris. Hein. On a énormément de chantiers, énormément de projets réalisés, de tout type d'ailleurs. Donc, il faut compter, pour 5 cm, il faut compter autour de 150 € avec finition par mètre carré. C'est le coût moyen fourni posé. Alors, il peut être supérieur en fonction des entreprises, en fonction de la difficulté du projet, mais la moyenne est autour de 150, 160 € du mètre.
Ouais, ça c'est un point, je précise peut-être pour les... il y a pas mal d'architectes, donc ça vous saurez, mais pour les copropriétaires qui sont présents, retenez pas forcément un prix au mètre carré qui est un prix au mètre carré donné sur des parties courantes, mais effectivement, ce qui change aussi beaucoup le prix final, ça va être la complexité des points singuliers, quand on a Absolument, besoin de modifier les absolument. évacuations d'eau pluviale ou s'il y a besoin de rajouter des mots des natures, etc. Ça, Mm, ça, ça mm, va faire beaucoup varier le absolument, prix final. Ouais. Donc absolument. si vous prenez Alors moi, votre devis... Hmm. je voulais juste préciser que, par exemple, lorsqu'il y a des modées nature, euh, alors elles peuvent être, si elles sont suffisamment importantes, elles peuvent toujours être recouvertes d'1,5 cm pour couper les ponts thermiques avec la diatonite, puisqu'elle a cette malléabilité et on peut vraiment refaire des choses très particulières avec. Par contre, lorsque les modées nature sont pas très importantes ou lorsqu'il y a des bandeaux, effectivement, il faut les refaire par-dessus et les ancrer dans le corps de bâti, hein. La diatonite n'est pas un corps de bâti et pareil pour éventuellement placer des volets ou c'est toujours dans le corps de bâti. Voilà. Notamment les bandeaux, j'insiste beaucoup sur les bandeaux parce que on ne peut pas refaire des bandeaux avec de la diatonite, hein, même si je dirais par nature on pourrait le faire, puisque je vous dis c'est quand même suffisamment résistant mécanique, parce que si jamais il y avait un feu à l'intérieur d'un appartement et qu'un pompier posait son pied ou s'appuyait sur le bandeau en diatonite, ben il risquerait de le casser et ce serait dangereux. Donc c'est vraiment, il faut reconstruire les bandeaux et les ancrer dans le corps de bâti. Alors, une question à tous les deux, vous en avez un peu parlé, mais on imagine que c'est des produits qui sont spécifiques à mettre en œuvre. Est-ce que vous avez des réseaux d'artisans? Est-ce qu'un artisan qui ne connaît pas votre produit peut se former pour Alors, l'appliquer? je laisserai répondre mon collègue éventuellement. Alors, oui, effectivement, j'ai déjà pas mal d'artisans qui l'ont utilisé, sur Paris, hein, bien sûr ailleurs aussi. Alors nous, on apporte une assistance technique du début jusqu'à la fin. Et ensuite, on a un partenaire sur Paris qui vient pour la mise en route de l'enduit, hein, avec moi. À l'époque, au début, je venais avec un applicateur de la société Fixit, mais disons que les rigueurs de chantier et puis les contretemps sur chantier ne permettent pas, disons, de faire des déplacements aussi importants si on n'arrive pas à être sûr d'être prêt sur le chantier. Donc là, j'ai trouvé un partenaire sur Paris qui ne fait que la mise en route du produit avec moi. Ensuite, on a des étapes, hein, chaque étape est protocolée selon un protocole qui est protocolé dans le CSTB, qui est protocolé dans l'avis technique, hein. Donc on l'a défini avec le CSTB, ce protocole, et à chaque étape, on indique en fait quand ça a été fait, quelle période de l'année, quelle température, s'il y a des remarques particulières, de manière à ce que, d'une part, l'architecte et surtout le propriétaire aient conscience que les choses ont été faites dans les règles de l'art. Donc de ce côté-là, nous, même si l'entreprise n'a pas appliqué le produit, ce n'est pas un souci particulier, parce que bon, le produit n'est pas difficile à appliquer d'une part, mais par contre, on assure la formation de l'entreprise. Alors, pour nous, c'est à peu près la même chose. Alors, donc, nous, on a un partenaire, je parle en région parisienne, qui s'appelle Pigments et Matières, euh, qui est un partenaire qui connaît extrêmement bien la rénovation des bâtiments, notamment au cœur de Paris. Moi-même, je fais énormément de formations, je vais le choix de nos distributeurs sont des distributeurs qui ne font que des matériaux naturels. Je ne travaille pas et je ne m'intéresse pas aux distributeurs lambda qui le produisent. Ça nous réussit plutôt bien parce qu'on comprend très bien que nos produits sont des produits vraiment particuliers.
il n'y a aucune difficulté à appliquer nos produits. C'est des produits qui sont pré-mélangés. N'importe quel maçon est capable d'appliquer ce type d'enduit, hein, dans sa conception physique est tout à fait classique. Euh, et qui ne relève pas d'avoir une machine particulière, notamment je pense aux applicateurs qui ont des pocheteuses. Euh, Moi-même, j'assiste au premier gâchage si nécessaire. On fait beaucoup de formations avec notre partenaire Python et Matière, donc Sec. J'en fais à peu près dans de nombreuses villes de France. Je m'occupe de la moitié ouest de la France, et donc régulièrement voilà, à Rennes et ainsi de suite pour faire des cycles de formation avec nos partenaires. Euh, c'est aussi sur la région parisienne. Je vais voir les chantiers avec les architectes. Je discute du projet, on identifie le besoin. C'est vraiment, on fait une préconisation de base, et puis ensuite, on apporte même la possibilité avec nos applicateurs euh, de, de travailler complètement en amont avec l'architecte, avec la copropriété, ou avec le bailleur, hein. Je travaille avec la plupart des bailleurs parisiens, et on est vraiment très présent pour justement que tout le monde soit euh, accompagné depuis l'initiative du projet jusqu'à sa réalisation. Alors ensuite, j'avais une autre question que je m'étais réservée pour vous deux, mais Monsieur Couturier, vous en avez déjà parlé. C'était de savoir si les produits que vous proposez sont bien compatibles avec les bâtiments en pan de bois parisiens. Oui, oui, ça c'est une question importante. Alors Hmm. effectivement, c'est-à-dire, première question qui m'a été posée déjà en 2013, j'avais rencontré un Parisien à l'époque qui me parlait des problématiques des pans de bois parisiens. Alors en fait, la problématique, en fait, c'est surtout, c'est pas tellement le pan de bois, c'était l'adaptation de notre enduit sur le plâtre. Euh, donc en fait, il faut savoir qu'on a adapté un Gopti spécialement pour ça, qui va sur le pan de bois plâtre. Alors, le pan de bois, il est traité de la même manière que si vous alliez mettre un plâtre chaud dessus, hein. Donc ils vont traiter leur pan de bois. S'il faut les changer, on vient d'en faire un d'ailleurs. Là, vous avez vu le bâtiment de Jean-Pierre Timbaud, hein, où en fait c'est un pan de bois, hein. Et c'était en plus un pan de bois plâtre, hein. Donc on a adapté en fonction de ça. Là, on a égalisé en plus, hein, puisqu'on a mis une certaine épaisseur pour égaliser. Euh, donc c'est un produit qui est à base de chaux, hein, qui a permis de faire la liaison entre le plâtre et notre enduit. Mais même par rapport à notre enduit, il a tellement de porosité, parce que le problème c'était qu'il y ait de l'humidité qui puisse stagner, hein, derrière ces pans de bois et puis pourrir derrière. Donc, comme on a une très bonne diffusion de vapeur, puis ensuite une grande porosité de l'enduit, donc ce problème il est quasi réglé. Donc pour nous c'était important de pouvoir régler ce problème, parce que là, je pense que le 50% des projets qu'on peut voir sur Paris c'est des pans de bois. Donc il faut pouvoir le résoudre. Alors nous, Donc avec l'aptitude on peut l'assurer. alors effectivement, pour nous, c'est l'essence même de l'utilisation de notre produit, hein. Euh, le bâti, plâtre et pan de bois parisien, c'est vraiment là où notre produit va donner va apporter toute sa qualité, notamment par la perspirance et par le fait que nos produits sont, la composition de nos produits sont entièrement naturels. Donc ça s'applique directement sur le plâtre pan de bois après piquetage ou décroutage. Qui, il arrive aujourd'hui que les bâtiments ont été rénovés, mais sans isolation thermique extérieure. Donc, euh, les, surtout enlever toute peinture qui a été
toute peinture, je dirais, chimique qui a été apposée sur la façade. Ça veut dire un décapage, au minimum un décapage, s'assurer que, bien sûr, toutes les surfaces, les paroisses, ne sont pas friables ou détachables, là où il faudra leur appliquer. Et si c'est une rénovation assez récente et euh, qui a été faite notamment en plâtre chaud et qui est propre et qui n'a pas subi la finition d'une peinture chimique, on peut bien sûr, si la paroi est lisse, on met chez nous un produit qui s'appelle Aquamon, qui est une primaire d'accroche, hein, mais qui garde toute la perspirance, une primaire aqueuse, et ensuite on appliquera directement sur cette primaire la diatonite, et on finira à la chaux et avec une peinture minérale ou une peinture au silicate de potassium. Voilà. Mais il y a aucun problème pour appliquer sur le plâtre et pan de bois. Je vous dis, c'est 80% des surfaces sur lesquelles sont appliquées nos ITE. Du coup, moi, j'ai envie de m'attarder un peu sur ce point parce que je vous cache pas que nous, quand on est sur le terrain en copropriété, on rencontre malheureusement régulièrement des gens qui partent du principe que le pan de bois ne peut pas être isolé à Paris. Et donc, je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut retenir. Moi, je rappelle aussi deux choses, peut-être pour ceux qui ont déjà vu des études ou des simulations WUFI ou Ubacus sur la condensation dans les murs. Euh, Sachez que la condensation, elle se fait à un moment à cause du froid. Et quand on isole par l'extérieur un mur en pan de bois, on se retrouve avec les pans de bois qui sont du côté chaud, puisque en ITE, les pans de bois, ils vont se retrouver du côté des logements et donc du côté des radiateurs. Et ce qu'on voit sur ces études WUFI, notamment, c'est que bah, du coup, les pans de bois vont être tout l'hiver dans une zone plus chaude, et donc la condensation s'y fait beaucoup moins, voire plus du tout, puisque la condensation, si elle devait se faire, elle irait se faire plutôt dans les derniers centimètres côté extérieur du mur. Ça, c'est un point important. Et du coup, j'ai une question aussi. Est-ce que vous avez en tête, chacun l'un de vous, des exemples de chantiers que vous auriez conduits il y a 10 ans, ou il y a 15 ans, ou il y a 20 ans, qu'on pourrait voir sur des pans de bois, peut-être aussi pour rassurer le vieillissement du produit? Ah oui, nous, Ouais. on a des projets qui remontent à plus de 10 ans. Là, récemment, encore un projet de maison qui avait une douzaine d'années, où, à part des petites fissures constatées dans les angles de fenêtres ou des choses comme ça, parce que peut-être il n'y a pas eu de maillage de fait, il suffisait de les creuser, de remettre de la diatonite et de refaire la finition. Et voilà. À partir du moment où il n'y a pas, moi ce que je vois beaucoup, hein, c'est des immeubles en pierre de taille, sur les façades en pierre de taille, mais tout ce qui est à l'arrière, tout est en plâtre et pan de bois. Ce qui apparaît, c'est que dans les années 90, voilà, euh, par rapport à la résistance thermique que pouvait apporter le ciment, ben, on a mis du ciment et puis par-dessus, on a mis une peinture chimique, ce qui fait que ça a complètement bloqué la perspirance et toute l'humidité, ce dont vous parliez, toute l'humidité les choix des bâtiments, les copropriétés sont dans l'urgence de rénover toutes les solives qui tiennent les planchers au plus près du, de la façade, tout est pourri. Donc, c'est pour ça que, si vous voulez, j'insiste beaucoup sur le fait que il n'y a, dans nos produits, il n'y a absolument rien qui ferme la perspirance du bâtiment. Donc, ce sont des produits qui tirent l'humidité qui est naturelle dans les murs pour la restituer en vapeur d'eau. Cela veut dire que, bien sûr, il ne faut pas finir avec autre chose que des peintures au silicate de potassium ou des peintures à la chaux ou des badigeons de chaux ou ce genre de choses. Parce que si vous fermez
je dirais que ce n'est pas la peine d'utiliser la diatonite, hein. Ça, c'est vraiment très important. Ça va jusqu'à la finition. Il faut être très, très, très scrupuleux là-dessus, parce que sinon, franchement, voilà, on continue à aggraver la fragilité des bâtiments. C'est vraiment pour nous très important de rappeler que dès que tout type de... Effectivement, vous allez obtenir une grande résistance thermique si vous utilisez des produits avec les compositions au ciment, mais c'est pour ça que quand je regarde les lambdas des différents matériaux naturels et biosourcés, j'ai vu récemment à Batimat, j'ai fait le tour de mes confrères, on est tous à peu près avec les mêmes lambdas, c'est-à-dire ça va de 0,48 à 0,035. C'est vraiment, on est tous à peu près dans les mêmes, dans les mêmes lambdas et donc dans les mêmes épaisseurs. Euh, je, je, euh, c'est ça qu'il faut comprendre. Utilisation de matériaux naturels veut dire bah, soit des grandes épaisseurs, soit l'acceptation d'avoir des bâtiments qui sont jusqu'à la fin, jusqu'à la finition perméables à la vapeur. Ça, c'est vraiment, vraiment très important. J'aimerais juste rebondir par rapport à ces bâtiments pans de bois. Quand vous dites que ces pans de bois se détériorent, c'est vrai, mais je viens de finir un chantier où, en fait, au moment où ils ont décrépit, hein, qui était un enduit chaud-plâtre, hein, bon, l'état des pans de bois était tel que ils ont dû en changer de 80%. Donc, ce qui veut dire qu'il n'y a pas que l'effet de l'isolation qu'on met sur un pan de bois. Alors après, il est évident que quand on travaille avec des enduits qui ont une diffusion à la vapeur, donc vous avez vu la diffusion à la vapeur qu'on propose. Donc on a une perspirance qui existe, qui est là, et qui ne peut pas être niée. Après, la valeur lambda d'un produit dépend un petit peu des ingrédients qu'on y met dedans, hein. Le ciment n'apporte rien au niveau valeur lambda. Par contre, ce qu'il peut apporter, chez nous, c'est l'aérogel, qui est un produit purement minéral. Et donc, la perspirance du produit fait que nous, on peut assurer sur un pan de bois l'application de notre système. Mais je reste persuadé que le problème de pourrissement des pans de bois n'est pas dû, parce qu'actuellement les pans de bois ne sont pas forcément isolés, mais les pans de bois derrière sont pourris. Donc il y a un autre problème qu'il faut régler à la base. Ce n'est pas forcément le fait d'apporter 5 cm ou 6 cm, voire même 10 cm d'enduit isolant qui va changer le problème. Bien au contraire, parce qu'en fait, nous, on assure cette perspirance sur la façade. Je n'ai pas forcément de références qui ont 10 ou 15 ans, puisqu'en fait, vous l'avez compris, notre produit a été développé entre 2007 et 2012. Les premiers chantiers en Suisse sont de 2012. Les premiers chantiers parisiens, c'est 2016, pas forcément sur des pans de bois. Les premiers pans de bois que j'ai pu faire, c'est en 2018, 2019. Là, j'en ai prochainement plusieurs. Mais après, ce problème récurrent de la condensation, ça se calcule aussi, hein. Donc nous, on est à même de calculer où se situera la condensation de votre bâtiment. Donc ça, ce n'est pas un souci particulier pour vous. Et je pense qu'il y a aussi énormément de littérature scientifique. Les erreurs qui ont peut-être été faites dans les années 60, 70, 80 à mettre des ciments. Je pense qu'aujourd'hui, on a beaucoup progressé sur ces questions-là, même dans les études en laboratoire. Alors, le laboratoire, c'est bien, il faut aussi le terrain, mais je pense qu'on est quand même pas en train de reproduire les mêmes erreurs que celles qu'on a faites il y a 40 ans. Enfin, en tout cas, j'espère que nos descendants seront d'accord avec ce point de vue. Je rejoins d'ailleurs mon collègue par rapport à la finition qui est très importante, parce que souvent quand vous avez ces problèmes sur ces façades, vous voyez les finitions qui ont été appliquées, voire même, parce que bon, quand on parle de ciment, on parle surtout du ciment Portland, hein,
qui en fait, lui, ne laisse rien passer, hein. Ça, alors, je suis entièrement d'accord. Par contre, c'est souvent la finition qui a été utilisée qui a posé le problème, parce qu'en fait, ça bloque tout. On a même vu des peintures caoutchouc, hein, sur des façades. RPE, On ouais. va les faire que vous avez des gros problèmes ultérieurs. Mm. Mais vous avez raison de souligner, c'est vrai que les erreurs passées ont fait que des corrections ont été apportées quand on fait des prescriptions. Et je rejoins, c'est vrai que la plupart des objets que je fais, je les vois avant, donc on a la possibilité aussi de donner ces conseils-là. Alors, je voulais juste assurer à propos du pan de bois, il faut savoir que la terre de diatomée, c'est un insecticide naturel. Donc, ça évite beaucoup euh, de, 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 ouais, de nuisibles à l'intérieur des parois. C'est un excellent insecticide, pas forcément pour les jardins, mais c'est absolument pas dangereux pour l'homme, hein. Même traiter son chat et son chien à la terre de diatomée. Mais comment c'est vraiment aussi un des ingrédients qui fait que on est toujours euh, dans l'habitation. Alors maintenant, je vous invite sur la thématique épaisseur. Alors juste, il y a une question sur les épaisseurs. Je pense qu'on ne va pas y répondre là parce que c'est quelque chose qui est assez facile à retrouver sur Internet. Et puis vous devez connaître maintenant la formule de calcul, hein. Vous divisez l'épaisseur en mètres par le lambda et vous obtenez le R. Donc, par exemple, 0,1 pour une épaisseur de 10 cm divisé par soit 0,037 dans le cas du diazène, soit 0,028 pour le fixite. En revanche, il y a une question que je trouve importante euh, pour aussi la vie du chantier. Quelle est l'épaisseur maximum qui puisse être mise en œuvre pour chacun de vos produits et en combien de couches, c'est-à-dire quelle est l'épaisseur maximale par couche pour savoir en combien de fois on doit revenir sur l'enduit pour arriver à l'épaisseur finale? Alors, en fait, pour nous, l'épaisseur maximum en France, c'est 12 cm, puisqu'elle est dans notre avis technique. En Suisse, on va jusqu'à 15, mais en fait, après, il y a des questions économiques, hein, qu'il faut résoudre, qui sont plus importantes. Donc, on n'ira jamais jusque-là. Alors, vous avez vu qu'on a fait un chantier avec 10 cm et demi, hein, pour arriver au fameux R de 3,75. Donc, en fait, pour nous, si on fait 10 cm et demi, le produit s'applique en 2 passes frais sur frais. Bon, les passes peuvent être choisies par l'entreprise, c'est-à-dire que ça dépend de la conception de la façade qu'il va faire. On peut très bien dire on met 7-8 cm dans la première passe et on revient 2 heures après pour faire les centimètres manquants, c'est-à-dire les 2 ou 3 centimètres manquants. Mais il est impératif de les faire frais sur frais, c'est-à-dire qu'on fait les 7 premiers centimètres, qu'on peigne avec une règle à dentelé, et puis on revient après mettre les 2 ou 3 centimètres manquants, mais qu'il n'y ait pas de source de décollement. Donc il ne faut pas que le produit ait fait sa prise. Ça, c'est primordial. Alors, c'est un peu l'avantage qu'on a dans notre enduit, c'est qu'on peut mettre des couches très épaisses. Si vous faites 5 cm, vous allez le faire en une passe. Si vous faites 8 cm, vous allez le mettre en une passe. Après, il y a aussi la condition du chantier qui veut que, en fonction de, on va peut-être pas faire 8 en une passe, parce que par simplicité, on va peut-être en mettre 6 et 2, etc. Mais on a la possibilité de mettre une certaine épaisseur par passe. Bah, pour les diatonites, tout dépend de l'application, hein, à la main. Ça va être différent à la projeteuse. À la projeteuse, on peut faire un premier gobti. Nous, on conseille de faire un premier gobti, hein, assez grossier, légèrement réglé, de façon à obtenir une épaisseur. Ça peut être 3-4 cm. Hein. Et ensuite, si, je sais pas, si on fait une épaisseur globale de 10 cm, on va faire une deuxième couche après 48 heures. On remouille le support et on va appliquer la deuxième couche. Et là, la deuxième couche va être réglée.
Il faut bien sûr mettre les guides de la couche de Gotti de façon à pouvoir ensuite vraiment au plan au niveau de la épaisseur. Donc, que l'on fasse 3 cm, 4 cm, 10 cm, pratiquement c'est une passe, ou pour les moins adroits, je dirais 2 passes. Quand on est à 8 cm, c'est plutôt des passes de 2,5, 3. Je dirais que là, on atteint, là en ce moment, on fait un chantier justement à Paris en 8 cm d'épaisseur. Quand même, ça doit être armé, donc il faut être quand même faire les choses d'une façon plus, je dirais, plus précise. Euh, voilà, c'est des couches d'environ 2,5 à 3 cm. Donc, ça vous permet d'estimer à peu près le nombre de passes. Mais pour 8 cm, 3 passes en projeteuse, ça me paraît possible. Après, tout dépend aussi la, la, la compétence de l'applicateur. Une fois que la diatonite a été appliquée, elle est réglée, il faudra attendre environ 12 à 15 jours par une température de 18 à 20, 22 degrés, de façon à ce qu'elle soit totalement sèche. Moins il y a d'épaisseur, bien sûr, plus le séchage est rapide. Pour appliquer ensuite l'enduit de finition, cet enduit, c'est 3 mm, l'enduit à la chaux qui se fait en 2 passes, parce qu'après, il faut bien sûr travailler beaucoup plus finement pour assurer à la façade de l'élégance, c'est pas des bosses, quoi. Donc ça, c'est vraiment important de comprendre que effectivement, tout dépend du type d'application, mais pour nous, c'est des passes entre 3 à 4 cm. Du coup, je veux bien vous reposer la question, Monsieur Couturier. Vous aviez parlé du corps d'enduit frais sur frais, mais pour les enduits de finition, pareil, il y a une durée de séchage à respecter. Alors en fait, entre le corps d'enduit, hein, alors après en fonction de l'épaisseur, ben, il y a un délai de séchage qui varie, c'est 3 mm par jour. Hein. C'est de la chaux, donc quand on travaille avec de la chaux, on sait qu'il y a un délai d'attente à une couche supplémentaire. Puis ensuite, ben, on a la protection, c'est-à-dire la couche de marouflage qu'on va faire de 5 mm, où là on va attendre une dizaine de jours, et puis la finition après 10 jours. Alors ensuite, alors là, il y a une question très spécifique, je ne sais pas si ça va vous parler. Quelle solution pour des immeubles dans lesquels des armatures métalliques auraient déjà été noyées dans le plâtre ou le moellon? Et là, c'est peut-être un cas. Moi, justement, j'ai un cas d'étude Ouais. là dans le 17e arrondissement du côté de Courcelles où effectivement c'est une structure métal. Il y en a beaucoup hein, dans Paris. Du plâtre et du pan de bois, il y a beaucoup de structures métal. Effectivement, bah, là, tout dépend de l'état de la structure. Là, il va falloir la structure, effectivement, et ainsi de suite. Mais euh, il y a aucune difficulté d'application de nos produits sur ce type de bâti. Euh, pour nous, c'est relativement classique. Et comme de toute façon, toute l'humidité de notre produit va être extirpée vers l'extérieur grâce à la perspirance, il n'y aura pas de difficulté sur les armatures métalliques. La, la, euh, si on doit appliquer sur les parties métalliques, je recommande moi de mettre notre primaire d'accroche, bien sûr. Que là, on est sur des structures qui sont plus lisses et il est nécessaire de mettre une primaire. Allez, peut-être une dernière question, puis après on va arrêter.
Alors, il y a une question de quelle est la différence de prix entre les enduits isolants et des solutions économiques type polystyrène, mais là, je ne suis pas sûr que vous puissiez répondre. Il y a une question intéressante aussi. Est-ce que vos matériaux, vos enduits sont matriçables pour, par exemple, reproduire une finition brique, imitation brique? Alors moi, j'ai eu un cas de figure. Donc en fait, bon, c'est pas dans le corps d'enduit qu'on va régler ce problème, mais je dirais Bien dans le sûr. marouflage. Donc on a fait un prototype pour un bâtiment sur Paris, où en fait, c'est même le fini qui va apporter cette particularité. Il y a une possibilité, après c'est une discussion avec l'applicateur, parce que c'est l'applicateur qui joue un grand rôle dans cette application. Hmm. Le produit, on l'aura, mais par contre, il faut l'applicateur qui. Mais il y a beaucoup d'applicateurs qui savent le faire. Et on était sur un projet, en tout cas, dans ce sens-là. Ok. En marouflage type brique avec notre produit, bah, je répondrai comme mon collègue, c'est sur la finition que ça va se faire. Hmm. Euh, Après, effectivement, nous, on peut colorer notre enduit de finition. On le teinte à la demande en teinte RAL ou NCS. Et ça permet d'avoir quelque chose qui est au plus près d'une finition colorée. Maintenant, c'est peut-être pas la meilleure solution pour restituer un aspect brique. Il y a peut-être d'autres moyens en termes de finition. Ça, c'est pas du domaine de ma compétence au niveau des enduits. Parfait. Eh ben, je vous remercie infiniment pour vos présentations. Je suis ravi qu'on ait pu tenir ce webinaire parce qu'on en parle beaucoup des enduits isolants à Paris et j'espère que tout le monde a pu avoir des réponses à ces questions. Et puis donc, je vous invite tous à suivre notre agenda et on va vite organiser ces visites de chantier là avec Diazen et Fixit pour que vous puissiez voir les rendus réels sur des façades qui ont déjà quelques années. Merci à tous les deux. Merci, Merci à vous. merci Merci de à l'écoute tous. de tous les participants. Merci beaucoup, Oui, Monsieur merci beaucoup. Couturier. Merci, Monsieur Aguilar. Bonne Ah, journée. Au bonne journée revoir. à vous. Au revoir.